Bonjour et bienvenue dans ce Demande à Cédric numéro 46. Nous sommes le samedi 14 janvier 2017 et de 10h à 11h, je vais répondre aux questions des membres plus pendant cette session de questions-réponses. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit sur le site, vous pouvez le faire très facilement en vous rendant soit en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo si vous regardez sur YouTube. Sinon, eh bien, vous arrivez directement en tapant sur Google formation informatique avec Cédric.fr, vous arriverez sur mon site et à partir de là, vous identifiez le bandeau bleu, vous mettez votre prénom, votre adresse email, vous cliquez sur oui, je veux m'inscrire et ça vous permettra d'accéder à beaucoup de vidéos que je vous offre pour apprendre l'informatique à votre rythme, comme des photos pour savoir gérer vos photos, comme un module pour apprendre à bien vous servir de votre email et beaucoup d'autres choses. Il y a plus de 100 vidéos gratuites, donc n'hésitez pas. Faites juste attention lorsque vous allez vous inscrire de bien orthographier votre adresse email, de ne pas vous tromper, de ne pas rajouter d'espace, sinon cela ne fonctionnera pas et vous ne pourrez pas accéder à tout ce contenu. Voilà, ceci étant dit, nous allons pouvoir démarrer. Alors, j'avais une première question de Mathilde, qui disait bonjour à toutes et tous, est-il nécessaire d'avoir un mot de passe sur son PC lorsque l'on est seul à s'en servir? Alors, Mathilde, par rapport à ça, c'est plusieurs nuances. La première, c'est de se dire que, si vous êtes seul à vous en servir, a priori, il n'y aurait pas besoin de mot de passe. Après, si quelqu'un arrive chez vous, qui prend votre ordinateur et qui part avec, et si vous n'avez pas mis de mot de passe, eh bien malheureusement il va pouvoir accéder à votre contenu. Donc ça c'est une première chose, le mot de passe, c'est surtout pour le vol. Parce que en fait qu'est-ce qui se passe si je suis un cambrioleur, que je récupère un ordinateur portable et que je suis quelqu'un de malveillant, la première chose que je vais essayer de faire, c'est d'allumer votre ordinateur, voir s'il y a un mot de passe et voir si je peux accéder à des comptes en banque, à ce genre de choses, si vos mots de passe sont enregistrés. Donc voilà, le mot de passe peut servir à ça. Après, ça ne veut pas dire que si les personnes récupèrent votre ordinateur, qu'elles sont malveillantes, ça ne veut pas dire qu'elles n'auront pas le niveau pour récupérer les informations qui étaient sur votre ordinateur. Mais cela dit, voilà, plus on va mettre de barrières et plus ce sera dissuasif. Donc en effet, si vous êtes seul chez vous, vous vous dites je n'ai pas besoin, mais c'est pour des cas extrêmes, voilà, sur le vol, sur l'incendie, sur ce genre de choses. Bon, l'incendie, ça n'a pas vraiment de conséquences sur la récupération de vos données. Et voilà. Et aussi, je ne sais pas comment ça se passe, mais je ne sais pas si c'est plus simple pour des... Moi, je connais pas bien le piratage, ça ne m'intéresse pas vraiment parce que j'ai autre chose à faire, mais voilà, pour les personnes malveillantes, je ne sais pas si c'est plus facile pour elles de pénétrer sur votre ordinateur si vous n'avez pas de mot de passe de l'extérieur, par exemple, si elles réussissent à passer les différentes barrières qui séparent l'extérieur de votre ordinateur, je ne sais pas si c'est plus facile pour elles de pénétrer sur votre ordinateur. Mais dans tous les cas, l'avantage du code PIN, c'est que même si vous avez un mot de passe qui est très compliqué, grâce au code PIN, vous avez la possibilité de faire quelque chose de très simple. Si vous avez un code PIN à 6 chiffres, à 4 chiffres, à 10 chiffres, voilà, ça peut être tapé très rapidement et vous évitant ainsi de taper votre mot de passe compliqué. Après, si vous utilisez un gestionnaire de mot de passe comme Dashlane, vous serez de toute façon obligé de mettre votre mot de passe maître lorsque vous allez vous connecter à Dashlane. Donc, il faudra forcément mettre le mot de passe. Je suis conscient que c'est un petit peu contraignant. Moi, sur mon ordinateur, j'ai mis un code PIN pour l'entrée pour accéder à Windows. Donc, ce code PIN qui retape mon mot de passe de façon automatique. Et après, j'ai mon mot de passe Dashlane. Donc, ça fait, en effet, lorsque je l'allume, un certain nombre de manipulations. Mais bon, je préfère ça. Je préfère avoir ce gestionnaire de mot de passe et que tout se passe bien. Et avoir ce code PIN pour être sûr que, voilà, si quelqu'un vient chez moi, qu'il ne puisse pas accéder à mon contenu, à mes données, à mes affaires. Voilà Mathilde. Donc si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à vous reposter un petit message ici et comme ça vous permettra de le savoir. Yves Pierre, je n'ai pas de questions mais je regarde tous les jours. Eh bien c'est parfait. Soyez le bienvenu en tout cas et puis j'espère que voilà on aura des questions parce que plus la semaine passe et moins on a de questions. Aujourd'hui nous sommes 23 donc je pense qu'à un moment ou un autre on aura des questions mais
Mais voilà, je vais préparer des petites sessions de questions avec les questions que je reçois. Je vais faire une vidéo sur YouTube pour pallier à tout ça. Mais en fait, je me demandais plus si ça serait pas plus intéressant les fois où il n'y a pas de questions que je prépare des mini cours thématiques en fait sur tel ou tel thème et que comme ça, s'il n'y a pas de questions, je vous fais un petit cours thématique d'un quart d'heure. J'ai pas encore trop les idées de sujet, mais si vous en avez, n'hésitez pas. Et puis réserver cette session de questions-réponses externe pour faire d'autres vidéos sur la chaîne. Voilà, j'attends votre retour par rapport à ça, vous pourrez me dire. Marc, bonjour Marc et bienvenue. Philibert, bonjour et bienvenue. Alex, bienvenue à toi. Sou, bonjour et bienvenue. Sacha, bienvenue. Vous avez été nombreux à vous lever ce matin. Je serais bien resté au lit, moi, je vous le dis. Nuit un peu, la soirée un peu couchée tard et du coup, on est mis au lit le matin. Tania, bonjour et bienvenue. Sacha, tout est ok, formidable Sacha, merci. Alex, bonjour et à tous réunis. Bienvenue à vous toutes et tous. Alors Tania, j'ai suivi votre conseil d'hier et j'ai réussi à trouver la vidéo qui explique comment utiliser les logiciels pour le nettoyage de l'ordinateur. Merci, je vais pouvoir aider mon ami amicalement. Tout à fait Tania. Grâce à tout ça, au guide que vous pouvez lire et aux vidéos que j'ai faites, vous allez pouvoir suivre les processus étape par étape pour pouvoir nettoyer votre ordinateur. Donc les 4 étapes, je crois qu'il y en a 4. La première, c'est de désinstaller les logiciels qui sont malveillants. Alors dans cette première étape, il faut faire très attention de ne pas réinstaller, parce que si vous voulez, quand vous désinstallez des logiciels malveillants, quand vous êtes dans le processus de désinstallation, il vous propose de réinstaller d'autres logiciels. Donc si vous ne faites pas attention quand vous désinstallez ces mêmes logiciels, eh bien vous risquez d'en installer d'autres. Donc soyez très vigilante lorsque vous allez effectuer cette procédure. Donc première étape, désinstaller les logiciels malveillants. Donc vous avez sur le site, il y a déjà une liste qui est non exhaustif parce que des logiciels malveillants il en existe beaucoup. Vous avez déjà une première liste qui est disponible. Il faut être connecté, là je me suis déconnecté, mais dans la rubrique d'aide, vous avez aide à désinstallation logicielle, me semble-t-il. Là, on la voit pas parce que je ne suis pas connecté, mais si vous vous connectez, vous la verrez sur le site. Là, je vais vous remontrer. Dans la rubrique d'aide, ici, je sais plus s'il y a aide à désinstallation d'antivirus et aide à désinstallation programme. Donc voilà, vous regardez la liste et puis si votre ami a ces choses dans cette liste-là, eh bien il faut les désinstaller. Donc première étape, désinstallation. Deuxième étape, nettoyage avec les logiciels qui sont disponibles dans le pack. Faites attention de bien les utiliser dans l'ordre parce qu'il y a un ordre particulier qui fait que certains arrêtent des processus, d'autres nettoient, etc. Donc vous les utilisez bien dans l'ordre, sachant que ComboFix est vraiment un logiciel très 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 puissant, mais il ne fonctionne que sur Windows 7 et sur Windows 8. Il ne marche pas ni sur Windows 8.1 ni sur Windows 10. Donc si votre ami est sur Windows 7, grâce à ComboFix, c'est un logiciel très très puissant, ça va bien fonctionner. Enfin, une fois que vous avez fait ça, il y a après les passages antivirus, les passages anti-malware et ensuite le nettoyage des navigateurs. Donc ça c'est la 4e étape pour être sûr que tout va rentrer dans l'ordre. Une petite précision avant que vous commenciez tout ça, n'oubliez pas surtout de faire des sauvegardes parce que dans le processus de nettoyage, il peut arriver parfois qu'il y ait des choses qui soient effacées. Donc vous faites d'abord des sauvegardes et ensuite vous procédez au nettoyage. Voilà Tania, et en suivant les étapes des 4 vidéos qui sont disponibles, vous arriverez à nettoyer. Je sais que beaucoup de membres qui l'ont déjà testé ont réussi à le nettoyer. Moi, c'est cette procédure-là que j'ai décrite, c'est la procédure que j'utilisais pour désinfecter les ordinateurs de mes clients et il y en avait au moins 4 par semaine quand je faisais du dépannage. Donc voilà, c'était vraiment, vraiment la tannée pour ces personnes-là qui récupéraient ces logiciels malveillants. Et voilà, avec Benoît, on a fait ce guide qui fait 50 pages, qui vous décrit tout ça et qui vous permet de nettoyer votre ordinateur en profondeur. Et l'avantage, c'est que comme je mets à jour à peu près tous les 2 jours les packs de logiciels, vous êtes sûr d'avoir les dernières versions et de ne pas récupérer ces versions de logiciels sur des sites malveillants. Donc tout ça mis bout à bout, ça vous permet d'avoir ce service qui va vous permettre de nettoyer votre PC tout le temps. Et puis le guide, je vais le mettre à jour. Il y a 2-3 choses que j'aimerais rajouter, et notamment pour Windows 8.1 et pour Windows 10, des choses que nous n'avions pas prévues avec Benoît à la date de la sortie de ce guide. Voilà Tania, vous savez tout. Alors,
Alex, connais-tu un logiciel qui permet de filmer l'écran de son téléphone afin de reporter l'écran du téléphone sur son PC comme TeamViewer? Tout à fait, je connais. J'en ai même installé un sur le mien qui fonctionne très bien. Je ne me souviens plus du tout du nom, mais je vais te dire ça tout de suite. Ça s'appelle Screen Recorder sur Android. Et ça permet, je ne sais plus si je l'avais acheté ou s'il est gratuit. J'ai un doute. Si je l'ai acheté, c'est 5 euros. Donc voilà, c'est l'avantage des applications sur téléphone et tablette, c'est que c'est vraiment pas cher. Donc ça permet de, il y en a qui sont plus ou moins chers, mais voilà, là ça s'appelle Screen Recorder, Screen Recorder Android, voilà. Et j'en ai testé plusieurs, et celui-ci était vraiment bien, donc voilà, je te le recommande. Il est vraiment bien. Donc là, sinon sur cette page-là. AZ Screen Recorder, c'est pas celui-là, hein, c'est pas AZ Screen Recorder, celui-là je l'avais utilisé mais j'avais été un peu déçu. Et là ils en font pas la pub. Je vais essayer de te montrer l'icône. Pardon. Si je le retrouve. Je l'ai retrouvé tout à l'heure. Ah, il est là. Alors je sais pas si tu vas voir quelque chose. Je vais essayer de montrer. Je sais pas s'il va faire la mise au point. C'est celui qui est en bas à gauche là, qui s'appelle Screen Recorder. Ça ressemble à un téléphone sur un fond vert avec une caméra et un film. Et voilà. Et c'est vraiment bien. Ça permet d'enregistrer les choses vraiment très efficacement. Moi je l'ai utilisé, je sais plus, pour une des vidéos de l'enceinte Bluetooth. Et c'était vraiment bien. Enfin, je pense pas que ce soit AZ Screen Recorder. Non, c'est pas le même icône. Donc, télécharger Screen Recorder pour Android. Ça a pas l'air d'être celui-là non plus. Alors, je sais pas s'il est toujours disponible dans l'Android Store. Il faudrait que... Enfin, dans le Play Store, je vais regarder. Oui, il est disponible. Il est disponible dans le store et quand tu vas faire une recherche, c'est pas forcément le premier qui arrive. Moi, chez moi, c'est le 1, 2, 3, 4, 5, c'est le 6e et ça s'appelle Lollipop Screen Recorder. Voilà, 4,1 étoiles. Et voilà, je l'ai testé, il fonctionne bien. T'as plusieurs formats d'enregistrement, c'est vraiment super. J'ai dû de filmer l'écran de son téléphone. Ah, pour mettre l'écran sur son PC. Non, alors là, par contre, je me suis comme TeamViewer. Là, non, j'ai pas testé. Excuse-moi, je voyais pas du tout les choses comme ça. Non, c'est pas. En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que je fais l'enregistrement. Alors, je sais pas si toi, tu veux faire le truc en temps réel, c'est-à-dire pouvoir enregistrer avec Active Presenter en même temps qu'on voit ton écran, ton téléphone à l'écran. Alors, miroir, écran, téléphone. Il me semble qu'il y avait une téléphone. Il me semble qu'il y avait une application que j'avais vue, mais je me rappelle plus du nom. Alors, miroir, écran, téléphone, portable sur un PC. Pas sur PV, ça n'a rien à voir. Comment mettre un miroir? Ah oui, non, ça fait. Comment afficher l'écran du téléphone sur le PC? Donc ça doit être une application payante. Parce qu'il me semble qu'ils m'ont contacté à PowerSoft pour faire ce genre de choses. 3 manières d'afficher votre écran sur le téléphone via le gestionnaire de smartphone. C'est quoi ça? Ah, c'est là. Ah oui, donc ça c'est un logiciel qui permet de faire un miroir de son téléphone. Mais celui-là va être payant.
Oh, je me souviens plus de ce que c'est. Ce nom. Comment afficher l'écran de son Android sur PC. J'imagine que tu avais commencé à regarder un certain nombre de choses, Alexandra. Ouais. Je sais pas. Je sais pas si je ferai ça. Je vais quand même Ah, le nouveau... Lien du nouveau tuto. Qu'est-ce qu'il raconte son nouveau tuto? Est-ce qu'il a changé de logiciel? Bon, écoute, je vais te mettre ça. Je pense que tu avais peut-être déjà vu ça, mais voilà, tu peux regarder de ce côté-là. Je sais pas ce que je ferais moi si je devais faire ça. Après, euh, ce que tu peux faire, c'est utiliser le logiciel. Moi, je sais comme ça que je fais. En fait, j'enregistre, j'enregistre ma session sur le téléphone et après, je la bascule sur le PC. Donc, je fais les choses en même temps que je les commente. Je fais un enregistrement. Moi ce que je ferais, c'est que je ferais un enregistrement avec Active Presenter, parce que ça m'emballe moyen comme ça d'installer des logiciels sur mon ordi, je ne sais pas d'où ils viennent. Donc ce que tu peux faire, c'est faire ton enregistrement avec Active Presenter en laissant l'espace pour le téléphone, et après en fait enregistrer en même temps que tu fais les choses, comme ça te permet de synchroniser les mouvements, et ensuite j'exportais ce que j'avais sur mon téléphone et je l'ajoutais sur le montage. Donc peut-être tu peux faire ça avec Active Presenter. Tu verras ce qui te convient le mieux pour réaliser ces manipulations là. Voilà Alexandra, si ça suffit pas, n'hésite pas à apporter des précisions. Pourquoi je vois plus ta question là? Ah oui, c'est là. Alors, Yvette, Software Updater, au moment de le désinstaller, une petite fenêtre s'ouvre où il est écrit: voulez-vous apporter des modifications à cet ordinateur? Est-ce normal? Doit-on répondre oui ou non? Là, en fait, alors, quand vous avez un doute par rapport au logiciel de nettoyage, c'est bien que Tania puisse poser cette question. Quand vous avez un doute, c'est-à-dire qu'un logiciel va solliciter une intervention sur le système, comme c'est le cas ici apparemment avec Software Updater, mettez non. N'autorisez pas le logiciel, et même d'ailleurs faites très attention, parce que il faudrait pas que ce soit une fausse fenêtre. Il faut que vous vous assuriez bien que ce soit une vraie fenêtre de Windows, pour être sûr que c'est pas le logiciel qui a généré ça. Et donc si vous avez une fenêtre comme ça, vous mettez non, ou sinon vous fermez la fenêtre sans vous soucier de la chose. Et ensuite, vous nettoyez, vous passez directement à l'étape numéro 2. C'est-à-dire que la première étape qui est décrite dans le guide, c'est pour faciliter le travail des logiciels. Mais en théorie, vous pourriez zapper cette première étape, ne pas la faire et aller directement à la partie nettoyage. Moi, je préfère quand même désinstaller à la main tout ce que je peux désinstaller à la main. Je me dis que voilà, c'est plus propre, parce que Windows sait à peu près où ont été rangées les choses, et donc il va tenter une désinstallation propre. Mais voilà. Si vous avez le moindre doute sur un logiciel qui vous pose des questions qui sont un peu n'importe comment, ou qu'il y a des fenêtres qui sont un peu suspectes, ne répondez à rien, et le travail du nettoyage des logiciels qui sont fournis fera en sorte que voilà, tout soit nettoyé. Une autre petite précision: il peut arriver parfois que des logiciels soient plus coriaces que d'autres, et donc dans ce cas-là, vous faites le processus complet de nettoyage, et ensuite vous le refaites une deuxième fois pour être sûr que tout s'est bien passé. Moi, en général, je le fais qu'une fois et ça suffit, mais il m'est arrivé d'être obligé de le faire 2 fois, justement parce que l'ordinateur était tellement infecté que c'était l'enfer, quoi. Donc voilà, et à l'issue de ça, si une fois que vous avez terminé ce nettoyage, si vous n'avez pas de SSD, je vous conseille de faire une défragmentation, ce qui permet, une fois que beaucoup de fichiers auront été supprimés parce qu'il y avait beaucoup de choses sur l'ordinateur, de revenir sur un PC qui sera
plus réactif, plus sain et voilà, et comme au premier jour, si je puis dire, presque. Voilà Tania, dans le doute, s'abstenir et donc voilà, vous annulez la procédure et vous faites un nettoyage comme je vous l'ai indiqué. Albert, bonjour et bienvenue parmi nous Albert. Alexandra, merci Cédric pour les explications. Je pense que j'utiliserai Screen Recorder et je transférerai la vidéo de mon tel sur mon PC. J'ai bien suivi et compris, super, j'avais pas de doute. Parfait, juste petite précision Alexandra, fais quelques tests avant de te lancer dans une vraie vidéo, parce que moi je sais qu'il a fallu que j'ajuste quelques réglages dans le logiciel, je me souviens plus desquels malheureusement, mais voilà, fais quelques essais pour être sûr que tu es dans la bonne résolution, pour être sûr que tu peux réduire sur Active Presenter si tu le fais sur Active Presenter. Moi j'avais été obligé d'utiliser Premiere pour le faire, donc j'étais obligé d'enregistrer mon écran d'un côté, enregistrer le téléphone et tout regrouper sur Premiere. Je sais pas si sur Active Presenter tu peux le faire, moi sur Camtasia je pouvais pas le faire, donc voilà. Assure-toi de faire des tests avant pour pas te lancer dans une vidéo en disant ouais ça va marcher, c'est ce que j'ai fait au début, je me suis dit c'est super, allez c'est parti, j'ai enregistré ma vidéo et après je l'ai encore enregistré vu que j'avais pas fait de test avant. Voilà, alors comment reconnaît-on si une fenêtre de Windows? C'est une bonne question Tania. Alors quoi qu'il en soit, si vous avez un doute, ne le faites pas. Donc pour reconnaître une fenêtre de Windows, c'est pas forcément évident parce que dans le sens où les gens qui font des contrefaçons sont assez forts pour copier ce genre de choses. Une fenêtre de Windows, il faut que vous regardiez à quoi ça ressemble sur votre ordinateur parce que c'est vraiment différent en fonction de chaque ordinateur. Et je ne sais pas si je vais pouvoir faire apparaître une fenêtre de soucis, mais voilà, en fonction de Windows, c'est une fenêtre différente. En fonction du logiciel que vous utilisez, ça va également être une fenêtre différente, donc c'est très difficile de vous dire comment la reconnaître. La seule chose que je peux vous dire, c'est dans le doute s'abstenir. On n'est pas là dans un processus d'apprentissage où il faut pratiquer pour progresser. Là, on est dans un processus de nettoyage. Donc, dans le doute s'abstenir, ce qui va à l'encontre de ce que je vous dis d'habitude de pratiquer pour apprendre et avancer. Mais là, sur un processus de nettoyage, vraiment, c'est voilà. Si vous avez le moindre doute, vous ne le faites pas et voilà. Donc, après, sauf en suivant donc les indications que je vous donne sur le guide. Mais voilà, pour reconnaître une fenêtre de Windows, il n'y a pas vraiment de choses parce que ici, ma fenêtre de Windows, elle ressemble à ça. Et si je suis sur Chrome, ça ressemble à quelque chose de différent. Si je suis sur Internet Explorer, ça ressemble à quelque chose de différent, etc. etc. Donc c'est vraiment difficile de vous dire si c'est une fenêtre légitime. Donc, le doute, l'abstinence. L'abstention peut-être plutôt. Voilà. Tania, si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez pas. Mais là, vraiment pour les fenêtres de Windows, c'est avec le temps vous y ferez, vous apprendrez à les reconnaître, sachant que voilà, certaines personnes malveillantes sont très forts pour copier les fenêtres de Windows ou même mettre des messages qui ont l'air légitimes et qui ne le sont pas. Donc la vigilance et l'abstention si vous avez un doute. Voilà. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Moi, comme j'avais rien prévu, eh bien, je ne vais pas pouvoir meubler. Je vais regarder si éventuellement j'ai des questions qui m'auraient été posées et auxquelles je pourrais répondre, mais comme je ne les avais pas sélectionnées, ça va être plus compliqué. Donc en patientant, je vais faire ça. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. C'est vrai que plus la semaine avance et moins les questions sont nombreuses. Et ce qui est bien aussi, d'ailleurs, c'est la réflexion que je me faisais, c'est que j'ai l'impression qu'on a moins de questions qu'avant. Et je trouve ça bien pour la bonne et simple raison que ça veut dire que voilà, grâce au forum, vous avez vos réponses et que voilà, vous êtes de plus en plus à l'aise sur votre ordinateur pour ne pas avoir trop de questions à poser. Parce que malgré tout, nous sommes encore 22 et nous avons, c'est à peu près le chiffre moyen de tous les demandes à Cédric. Donc voilà,
le chiffre ne baisse pas, les questions baissent, donc ça veut dire que forcément il y a une progression. Et d'ailleurs sur le forum il y a plein de gens qui témoignent de ça, qu'ils ont progressé et tout ça. Donc moi je suis vraiment content. Je reçois des mails de gens qui me disent que voilà, ils sont satisfaits, donc c'est super. Je suis vraiment content que tout ça se passe bien. Allez, je vais regarder si j'ai quelques questions là qui pourraient être sélectionnées. Et puis je vais prendre cette question là, pourquoi pas. Alors, et puis je vais la copier-coller. Pardon. Alors, je vais partager mon écran. Donc, j'ai une question qui me dit « Salut, j'ai fait comme tu as fait sur la clé ». Donc, il parle de la vidéo outil qui apprend à faire une clé USB bootable pour Windows 10, donc pour installer Windows 10. Et la question est, est-ce que ça marche sur un PC vierge comme un PC gamer? Donc la réponse est oui, cette clé USB va fonctionner pour installer la version de Windows qui aura été au préalable téléchargée, que ce soit une version 32 ou une version 64 bits. Et donc ça fonctionnera quel que soit le PC, que ce soit un PC joueur, que ce soit un PC vierge, que ce soit un PC bureautique, que ce soit un PC portable, que ce soit une tour. L'important c'est que vous ayez votre clé Windows pour pouvoir la rentrer quand on va vous la demander. Si vous avez déjà fait la procédure d'enregistrement de votre PC avec Windows 10, les clés, les authentifications, les validations sont mémorisées sur le site de Microsoft grâce à l'identification sur votre carte mère. Donc si vous avez déjà installé un Windows 10 sur une carte mère et que vous repartez de zéro, c'est-à-dire que vous achetez un nouveau disque dur parce que par exemple votre ancien disque dur ne fonctionne plus, le fait d'avoir un disque dur neuf, vous réinstallez votre Windows, vous n'avez pas besoin de mettre de clé parce que quand vous aurez finalisé l'installation, dès lors où vous aurez une connexion internet, il ira interroger les serveurs de Microsoft et comme un Windows 10 avait déjà été installé sur cette carte mère, il activera automatiquement votre Windows 10 sur votre nouveau système d'exploitation. Donc soit c'est un PC vierge et vous n'aviez jamais installé de Windows 10 dessus et auquel cas vous aurez besoin d'une clé, ou alors c'est un PC où il y avait déjà un Windows dessus et vous réinstallez de zéro par l'intermédiaire de cette clé, et dans ce cas-là, ça vous permettra, vous n'aurez pas besoin de saisir la clé, vous arriverez sur Windows et votre Windows sera automatiquement activé dès lors où vous avez une connexion internet et qui peut se connecter sur les serveurs de Microsoft. Voilà, petite question intermédiaire. Je vais juste l'enregistrer. Voilà, et le décaler, et on est bon. Alors, Tania, peut-on également désinstaller un logiciel qui se trouve dans la liste de CCleaner? Alors, tout à fait Tania, puisque je pense que CCleaner utilise la même chose. Vous devriez en théorie le trouver dans le gestionnaire d'applications et dans le gestionnaire de CCleaner. En théorie, ça doit être un miroir du dossier application. Donc voilà, de programmes et fonctionnalités. Donc il vaut mieux passer par programmes et fonctionnalités pour le désinstaller. Et en tout cas, c'est ce que je ferai. Et dans CCleaner, si vous trouvez un logiciel qui n'est pas présent dans le programme d'installation et qu'il est présent dans CCleaner, en fonction de ce que c'est, vous pouvez le désinstaller. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, Albert, dans les visionnages en cours, doit-on chaque fois cliquer sur les pouces en l'air? À quoi ça sert exactement? Alors, Albert, c'est par rapport à YouTube. Je suppose que vous faites allusion au pouce en l'air de YouTube. Je vais mettre une pause. Donc, lorsque vous êtes dans une vidéo, on va dire ici, je vais mettre une pause. Je vais attendre que la publicité passe pour ne pas avoir la publicité à l'écran. Voilà, pause. Donc à quoi servent les pouces en l'air? Donc les pouces en l'air ou les pouces en bas qui sont ici, ça permet d'interagir avec l'audience, c'est-à-dire si plus va y avoir de pouces en l'air, c'est pour ça que tout le monde les demande en fait quand ils font des vidéos, n'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air.
Donc ça va permettre en fait à Google de savoir si la vidéo est bien ou si la vidéo n'est pas bien. Et ça permet aussi à Google de savoir s'il y a de l'interaction sur cette vidéo. Alors pourquoi est-ce que tout le monde les demande? Eh bien plus il va y avoir de pouces en l'air et plus il y a des chances que votre vidéo soit dans le top des recherches. Par exemple, si vous faites une recherche sur, je sais pas moi, la touche arrobase, voilà, moi ma vidéo arrive ici, à la fois parce que le contenu est censé être pertinent avec les mots que j'ai mis, mais aussi parce que s'il y a eu des interactions, eh bien voilà, Google, YouTube, enfin Google c'est pareil, estime que la vidéo a de l'intérêt et donc la met plus en hauteur. Donc là ici c'est pas forcément un bon exemple parce que même le fait d'avoir 13 000 vues, je n'ai que 63 pouces en l'air, donc ça veut dire que concrètement, voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'interactions. Mais c'est vrai que les gens ne pensent pas forcément à le faire et puis comme tout le monde le demande tout le temps, eh bien voilà, ça devient un peu pénible, mais c'est votre façon de vous pardon, c'est votre façon de dire que vous avez apprécié cette vidéo. Ça n'a pas d'incidence sur votre compte, ça n'a pas d'incidence ça n'a d'incidence sur rien. C'est juste pour dire, bah voilà, cette vidéo, je l'ai aimée, donc je mets un pouce en l'air, le contenu m'a intéressé, etc. Donc ça sert à la fois à la personne qui fait la vidéo. Pardon. Ça sert à la fois à la personne qui fait la vidéo pour se dire, bah voilà, cette vidéo a plu, cette vidéo n'a pas trop plu. Et ça sert aussi à YouTube à savoir, bah voilà, cette vidéo a beaucoup plu, donc je vais la mettre en avant, je vais la mettre dans les tendances, je vais la mettre à tel endroit. Voilà, donc si vous voulez aider les personnes, vous mettez un pouce en l'air. Si cette vidéo vous a pas plu, vous pouvez mettre un pouce en bas, mais ça sert à rien. Selon moi, si une vidéo vous plaît pas, vous la regardez plus, c'est tout. Hein, c'est aussi simple que ça. Moi, je vois trop de gens sur YouTube. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse pour les gens qui prennent le temps de critiquer les vidéos. Voilà, si une vidéo vous plaît pas, arrêtez de regarder la vidéo. Et puis, ça sert à rien de mettre un commentaire haineux ou qui... voilà, avec des insultes, c'est facile de se cacher derrière un clavier, mais ça sert à rien, quoi. Aidez plutôt les gens plutôt que de passer votre temps à faire ça. Moi, quand je vois une vidéo qui me plaît pas sur YouTube, je vais pas lui dire ta vidéo elle est nulle, je le dis pas. Je passe à autre chose, et voilà, j'ai regardé un peu, ça m'a pas plu. C'est pas parce que ça me plaît pas à moi que ça plaira pas à d'autres. C'est ça aussi. Donc voilà, tous les gens qui critiquent, c'est vraiment des gens qui ont rien à faire de leur vie et prenez votre temps à faire des trucs intéressants plutôt que de perdre votre temps à critiquer. Voilà, et sinon, les pouces en l'air, voilà, ça sert à ça, Albert, ça sert à montrer son contentement ou son mécontentement par rapport au contenu et à la qualité de la vidéo. Et donc, ça, c'est côté utilisateur et côté YouTube, pour les raisons que je vous ai dit. Voilà, Albert, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Alors, Alex, hier, sur un fichier PDF et vidéo, je n'ai pas pu ouvrir ces fichiers. Windows me disait, le nom du fichier est trop long. J'ai résolu le problème. C'est la première fois que j'ai ce problème. Alors, sur un fichier PDF et vidéo... Alors, j'ai jamais rencontré ce type de problème. Je ne sais pas comment est-ce que tu l'as résolu, Alexandra. Alors, attends, j'ai ouvert la fenêtre, je sais même pas où. Ah, c'est là. Alors, le nom de fichier est trop long. Alors pourquoi est-ce que ça fait ça? Normalement, je sais pas si je pensais que ça avait été résolu avec Windows. Je sais pas si je suis en train de partager mon écran ou pas là. Non. Avant, je cherche un peu mes mots parce que je voudrais trouver une explication un peu rationnelle. Avant, et je suis surpris que ça le fasse encore sur Windows 10, mais avant, on était limité dans 256 caractères sur Windows. Et donc là, tu vas me dire, il n'y a pas 256 caractères. En effet, mais en fait, les 256 caractères, c'est l'intégralité du chemin dans lequel c'est rangé. C'est-à-dire que il y a
les caractères qui sont ici, donc j'en sais pas combien il y en a, peut-être 20, 30 ou 40 ou j'en sais rien. Et après, il y a toute l'arborescence qui rentre en jeu. Et donc, il arrivait parfois qu'ils disent le nom de fichier est trop long. Et ça voulait dire que quand vous faites une copie, moi par exemple, quand je fais une copie de mon NAS vers mon disque dur, j'ai des fois des chemins qui sont très longs parce que j'ai des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers, etc. Et plus le nom du fichier. Et au final, ça fait que quand je veux le copier, il dit que le nom du caractère est trop long. Donc, moi j'ai trouvé la solution, c'est je le mets dans un dossier un peu plus près de l'arborescence et après ça passe. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Ce qui me surprend, c'est que j'avais 256 caractères en tête, mais 256 caractères, ça me paraît tellement long que je me dis que c'est compliqué en faisant des dossiers, des sous-dossiers, des sous-sous-dossiers. Est-ce que je vais avoir un exemple ? Non, mais en fait c'était juste pour te montrer, là dans les documents, si je vais dans... Qu'est-ce que je vais avoir ici ? Document numérisé, admettons celui-là, bienvenue. Voilà, donc il va prendre en considération tous ces caractères qui sont avant. Oui, c'est bon, tu vois bien. Donc, tu vois, il va compter tout ça. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 plus le nom du fichier, on est déjà à 40. Donc voilà, il suffit que tu aies rangé dans des dossiers, sous-dossiers qui soient avec des noms un peu longs. Et voilà, tu arrives à la limite et il te dit que le nom de fichier est trop long. Donc soit tu réduis le nom, soit tu le changes de répertoire. Je ne sais pas comment tu as réussi à résoudre ou à solutionner le problème. Mais voilà, moi je sais que j'avais rencontré ces types de difficultés et que voilà, je les corrige à peu près comme ça. Mais peut-être qu'il y a d'autres solutions et peut-être que mon explication n'est pas la bonne, mais en tout cas moi c'est ce que j'avais constaté. Alors Alex, je regarde des courtes vidéos au MyMag qui est en cours de lecture, s'arrête plusieurs fois. Mon ordinateur récent est-il ralenti ? Alors, je regarde des courtes vidéos qui, en cours de lecture, s'arrêtent plusieurs fois. Mon ordinateur récent est-il ralenti ? Alors, apparemment pas, de ce que j'en vois, Alex. Moi, ce que je verrais plutôt, c'est la vitesse de connexion Internet dans ce type de configuration. Alors, je ne sais pas si vous les regardez depuis YouTube ou si vous les regardez depuis un site. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez regarder une vidéo, c'est ce que l'on appelle du streaming sur YouTube. C'est-à-dire qu'il va précharger la vidéo en même temps qu'il vous la lit et il ne va pas la charger dans son intégralité. Je vais essayer de vous montrer, je vais partager mon écran. Je vais passer en plein écran sur cette vidéo-là. Vous voyez, en bas, il y a une bande. Alors, peut-être vous ne la regardez pas sur YouTube, mais pour la plupart des choses dans lesquelles vous allez le regarder, que ce soit sur les replays d'émissions, que ce soit sur ce genre de choses, eh bien... Pour éviter que les gens puissent récupérer la vidéo, ils vont faire ça sous forme de streaming. Donc comment ça se passe ? Eh bien là, vous voyez, il y a 3 bandes. Il y a une bande gris clair, il y a une bande gris foncé, une bande gris clair et une bande rouge. Et donc, il va précharger la vidéo. C'est-à-dire que la bande gris clair, c'est l'intégralité de la vidéo. La bande gris foncé, c'est l'intégralité de la vidéo. La bande gris clair, c'est ce qu'il est en train de télécharger. Et la bande rouge, c'est ce que vous avez déjà regardé. Donc, lui, au fur et à mesure que vous allez lire ça, il va charger la suite de la vidéo. Donc, YouTube le fait pour économiser du temps de téléchargement parce que, si par exemple je commence cette vidéo et qu'elle ne m'intéresse pas, YouTube ne va pas forcément télécharger l'intégralité de la vidéo alors que j'en aurais regardé 3 minutes. Donc lui, il attend de voir si je la regarde et au fur et à mesure que je la regarde, il la télécharge. Donc là, il continue de la télécharger parce que je suis toujours sur la vidéo et que j'ai mis une pause. Il pourrait penser que j'ai envie que ça se précharge. Donc vous, ce que vous pouvez faire, Alex, c'est tout simplement quand vous arrivez sur la vidéo, vous mettez une pause, vous regardez si vous avez ce type de choses, si c'est pas sur YouTube que vous regardez, et puis vous attendez que ce soit téléchargé au maximum. Et après, une fois que c'est téléchargé au maximum, vous pouvez regarder votre vidéo. Là, comme je vous le disais, vous voyez, YouTube a arrêté de continuer de télécharger parce qu'il s'est dit tiens, il regarde pas la vidéo, peut-être qu'il va la fermer, ça sert à rien que je télécharge l'intégralité du contenu. C'est pour épargner de la bande passante parce que c'est ce qui coûte cher aujourd'hui sur internet, la bande passante, c'est-à-dire le nombre d'informations qui passent dans le tuyau.
Et donc, eh ben voilà, si je clique sur lecture, eh bien, il va continuer de télécharger la vidéo. Vous voyez, la barre a continué de se charger parce qu'il voit que je continue de lire la vidéo, donc il continue de charger la vidéo en arrière-plan. Et donc de streamer le contenu, c'est-à-dire de précharger le contenu pour pouvoir me le diffuser en temps réel. Voilà, donc je pense que c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder. C'est pas forcément la rapidité de votre ordinateur, c'est pas forcément la puissance qui manque. D'ailleurs, vous pouvez le constater assez facilement en faisant un clic droit sur la barre des tâches et choisir gestionnaire des tâches. Et à partir de là, vous allez dans l'onglet performance et là, vous allez voir comment travaille votre processeur. Si votre processeur est à 100% quand vous avez les ralentissements, ça veut dire que bien c'est lui qui génère les ralentissements et pas votre connexion internet. Si votre processeur est tranquille, là par exemple mon processeur fait beaucoup de choses, c'est pour ça qu'il est à 50%, c'est que voilà, il est en train de gérer la compression du flux vidéo qu'on envoie à YouTube, il est en train d'enregistrer quelque chose, il y a plusieurs fenêtres qui sont ouvertes, donc c'est pour ça qu'il est à 50%. J'ai un processeur qui est assez puissant et le fait qu'il soit à 50%, ça veut dire que mon ordinateur travaille déjà beaucoup. Donc si quand vous regardez la vidéo, vous voyez qu'il est à 100%, ça veut dire que le décodage de la vidéo, puisque c'est le processeur qui prend en charge ce traitement de l'image, le décodage de la vidéo, eh bien, s'il est à 100%, c'est lui qui bride. Et dans ce cas-là, ça veut dire que votre PC n'est pas suffisamment puissant pour regarder ça ou que vous êtes en train de faire beaucoup d'autres choses. Et dans ce cas-là, il faudra réduire le nombre de choses que vous faites en même temps. Voilà. Donc, vous pouvez faire ça, donc clic droit, et si toutefois vous n'avez pas l'onglet performance, c'est qu'il faut que vous cliquiez sur plus de détails. Il arrive parfois que le gestionnaire des tâches soit réduit si vous ne l'avez jamais utilisé en mode plus de détails, et auquel cas si vous arrivez ici, vous choisissez plus de détails et ensuite vous aurez les différents onglets que je viens de vous montrer. Et au passage, vous pouvez regarder si votre mémoire est saturée, si votre disque est à 100%. Si c'est votre disque qui est à 100%, par exemple, eh bien, ça veut dire qu'il y a des processus qui s'exécutent en arrière-plan. Ça peut être des mises à jour, ça peut être des logiciels malveillants, ça peut être un certain nombre de choses. Donc voilà, vous pouvez regarder dans ces directions-là et comme ça vous permettra de savoir si ça vient soit de votre connexion Internet, soit de votre processeur, soit de votre mémoire, soit de votre disque dur. Il y a peu de chances que ce soit les dernières choses dont je viens de vous parler. Là, il y a les deux possibilités, c'est pour moi la mémoire vive et le processeur. Et le processeur, je ne crois pas, si votre ordinateur est récent aujourd'hui, tous les ordinateurs sont capables de décoder des vidéos en Full HD. Après, c'est pas pareil, plus les résolutions vont augmenter. Si par exemple vous regardez une vidéo en 4K, le processeur va beaucoup plus travailler parce que le décodage sera beaucoup plus important puisqu'une image en 4K est 4 fois plus grande qu'une image en Full HD. Voilà les petites précisions. Alex, je n'avais pas la possibilité dans le menu contextuel de renommer le fichier. J'ai donc renommé le dossier et je suis retourné sur le fichier PDF et vidéo et j'ai pu ouvrir les fichiers. Voilà, donc Alex, je pense que c'est cette limitation des caractères. Comme je te le disais, 256 caractères, c'est ce que j'avais en tête, mais ça me paraît tellement beaucoup, 256 caractères. Alors, voyons voir si on trouve quelque chose. Limitation des 256 caractères de Windows. Ah bah voilà, il y avait déjà quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui en avait déjà parlé. Ah bah voilà, c'est bizarre. Alors du coup, tu vois, c'est ce que je te disais. Windows met silencieusement fin à la limitation des 260 caractères. C'était 260 caractères. Profondeur de répertoire explorateur Windows. Ça, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure. Le noyau de Windows, c'est écrire des chaînes Unicode jusqu'à environ 32 000 caractères. Utilise la limite d'Explorer.exe qui, elle, est de 256 caractères. Donc chemin plus nom de fichier. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, ce qui me surprend, c'est que tu sois arrivé à ce niveau-là. Et là, Windows... Le nombre de fichiers de Windows était autrefois limité à 8. Bon, enfin voilà, je ne vais pas lire tout ça dans les moindres détails, mais l'idée, elle est là, et j'espère que c'était ça. Sinon, bah, en tout cas, tu vois, tu as eu le bon réflexe de renommer le répertoire au-dessus et de pouvoir ouvrir ton fichier.
Ce que tu peux faire aussi pour renommer tes fichiers, si tu peux pas les renommer dans Windows, tu peux essayer de les renommer par le DOS, enfin par la commande exécutée. Donc Windows R, CMD, je sais plus quel est le nom exact, c'est REN. Donc pour renommer, si par exemple, je sais pas si tu es familiarisé avec les commandes du... quoi que c'est des users, c'était bien. C'est des desktop. J'ai pas de desktop là. Dans user, dire. Ah voilà, il faut que je change CD, C#. CD desktop, voilà. Donc là, je dois avoir un certain nombre de choses qui sont présents. Je dois avoir des fichiers qui sont là. Et si par exemple, je souhaite renommer celui qui s'appelle comme ça, la recette-jus.png. Donc je fais ren. J'ai dit quoi? Recette. Alors, recette, est-ce qu'il va me le remplir automatiquement? Oui, c'est bon. Donc tu peux taper sur la touche tabulation quand tu as commencé à taper les premiers caractères. Il te remplit automatiquement les choses. Donc ren recette-jus.png donc tu mets ren plus espace le nom du fichier que tu souhaites renommer et le nom que tu veux lui donner. Donc je vais l'appeler rec.png. PNG, en théorie, il devrait me le renommer. Voilà, si je fais un dir rec entrée, dir rec étoile point étoile. Pardon. Voilà, il a bien vu le fichier, il a bien renommé le fichier recette-jus en fichier rec.png. Donc pour naviguer, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer un petit peu comment naviguer au sein des différents dossiers, pour changer les répertoires et pour... Il me semble que je l'avais déjà fait une fois dans les commandes. Et voilà, peut-être qu'avec ça, tu aurais pu renommer le fichier si Windows ne voulait pas le renommer. Peut-être je ferai une vidéo outil pour expliquer un petit peu comment utiliser ces manipulations, puisque ça peut servir. Mais non, en fait, j'ai déjà fait une vidéo qui explique les grandes lignes, qui doit se trouver d'ailleurs sur la page d'accueil du site, et qui s'appelle... peut-être dans les vidéos outils, j'ai un doute. Bon, enfin, c'était une vidéo qui permettait de supprimer un fichier. Impossible de supprimer un fichier. Et j'ai fait une vidéo, il me semble, une vidéo attenante à cet article. Et là, j'explique un petit peu comment changer de répertoire, comment remplir automatiquement les noms, etc. Donc, grâce à ça, tu pourras voir Alexandra. Et puis, si tu as besoin de précision, il y a le forum et t'hésites pas. Voilà. Alors, Yvette, bonjour Cédric, j'ai 2 adresses Gmail. L'une a été créée à partir de mon PC et l'autre a été créée à partir de mon smartphone. Le mot de passe est le même sur les deux. Comment récupérer celui de mon smartphone sur mon PC? Alors, comment récupérer celui de mon smartphone sur mon PC? Est-ce que vous parlez du mot de passe ou est-ce que vous parlez du compte? Parce que si je lis, j'ai créé 2 adresses email, l'une sur mon PC et l'autre sur mon smartphone. Le mot de passe est le même sur les deux. Comment récupérer celui de mon smartphone sur mon PC? Alors, puisque les adresses c'est féminin, je me dis que sinon vous auriez mis comment récupérer celle-ci sur mon PC. Mais du coup, si vous me dites que le mot de passe est le même sur les deux, pour récupérer sur votre PC, si c'est le même mot de passe, vous mettez ça. Alors, on va partir du principe que vous parliez des adresses. Et là, comment récupérer les deux? Alors, je vais essayer de me connecter. Je sais plus le mot de passe. Oui, on est d'accord. Voilà, donc là je me suis connecté avec mon premier compte. Donc si je vais sur Gmail, ici, je vais arriver sur mon premier compte. Effectivement, il faudrait que je partage mon écran pour que ça fonctionne. Donc là, j'arrive sur un de mes comptes Gmail. Et si je souhaite ajouter mon second compte, je suis ici dans Gmail, je vais cliquer en haut à droite et je vais cliquer Ajouter un compte, ici.
Ici, je vais arriver sur une nouvelle fenêtre d'authentification. Donc, je mettrai ma deuxième adresse email. Donc là, je n'ai pas de deuxième adresse email Gmail en tête, mais là, vous mettez votre adresse email, vous cliquez sur suivant. Et ensuite, vous allez mettre votre mot de passe. Donc, si c'est le même pour les deux, vous mettez le même. Et après, eh bien, lorsque vous allez consulter votre compte ici, vous allez directement avoir vos deux comptes. Vous aurez votre premier compte ici et vous pourrez facilement passer de l'un à l'autre. Je vais essayer de vous montrer parce que sur mon compte ici, j'en ai plusieurs. Donc là, vous voyez, je vais par exemple cliquer là et je peux aller sur les différents comptes que j'ai. Donc je peux passer de ce compte-là à ce compte-là, à ce compte-là, etc. facilement. Ça, c'est la première méthode. Vous pouvez effectuer cette chose-là. D'ailleurs, au passage, j'en parle dans la formation sur Gmail. Donc vous pouvez vous rendre directement sur le site. À partir du moment où vous êtes sur le site, vous vous authentifiez, ce sera plus simple. Mais sinon, vous avez le cours thématique sur Gmail. Et à partir de là, je vous explique comment consulter plusieurs comptes. Je ne sais plus exactement voilà. Ah non, ça, consulter une ou plusieurs adresses externes, c'est autre chose. C'est si vous avez des adresses Orange, si vous avez des adresses de ce type. Il me semble que je l'avais fait. Voilà, consultez plusieurs adresses Gmail facilement. Vous pouvez regarder cette vidéo, la vidéo numéro 10 du cours thématique sur Gmail, et je vous l'explique plus en détail. Donc voilà, vous avez cette possibilité-là pour pouvoir rattacher vos deux comptes. Donc vous pouvez également le faire sur votre téléphone. Je ne sais pas ce que vous avez comme type de téléphone. Et ce que vous pouvez faire aussi si vous le souhaitez, vous avez une autre possibilité. Ça, c'est la première possibilité si vous ne souhaitez pas mélanger vos mails. C'est-à-dire que vous avez des mails distincts sur l'un, des mails distincts sur l'autre, sur deux comptes différents. Et ça vous permet de ne pas forcément mélanger. Mais sinon, ce que vous pouvez aussi faire, c'est par l'intermédiaire de votre compte principal, de récupérer une adresse secondaire. Et dans ce cas-là, ça va se trouver dans les paramètres et ça va se trouver dans compte et importation. Et à partir de là, vous allez pouvoir ajouter dans transfert, c'est pas dans compte et importation, je crois, c'est dans transfert POP et IMAP. Pas du tout. Non, c'est vraiment ça, dans compte et importation. Et là, c'est envoyer des emails en tant que, modifier les paramètres. Je sais plus où c'est pour ajouter un compte. C'est là, importation des courriers et des contacts. Non, ça doit pas être ça. Ah voilà, désolé, j'ai du mal, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Consultez d'autres comptes de messagerie. Vous choisissez ajouter un compte de messagerie. Là, il va vous demander votre adresse email et un certain nombre de paramètres. Et là, ce sera directement au sein de Gmail que ce sera récupéré. D'ailleurs, vous pouvez voir que sur ce compte, qui est ici, je récupère mes messages de Free. Donc ça, c'est pareil, je vous l'explique dans une des vidéos du cours thématique sur Gmail pour consulter plusieurs adresses. Oula, j'ai tout fermé. C'est la dernière justement, comment consulter plusieurs adresses externes. Et je crois que ça fonctionne avec les adresses de Gmail aussi. C'est celle-ci, consulter une ou plusieurs adresses externes. La vidéo 26. Donc vous regardez la vidéo 10, la vidéo 26, et en théorie, vous aurez réponse à votre question, Yvette. J'espère que c'est bien ça que vous souhaitiez me demander. Si c'est pas ça, si c'est par rapport à votre mot de passe, et auquel cas je n'avais pas bien compris la question, puisque vous avez bien mis celui-ci, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, Tania, a-t-on le droit d'envoyer une de vos vidéos à un ami? Si oui, comment procéder? Toutes mes excuses pour les questions aujourd'hui, je monopolise le chat. Tania, pas de souci. On est là pour ça, les demandes à Cédric. Alors, vous pouvez envoyer certaines de mes vidéos, en effet, mais pas toutes. Vous pouvez envoyer toutes les vidéos qui sont gratuites. Dès lors où ce sont des vidéos payantes, il ne faut pas les envoyer. Je vous en remercie. Donc les vidéos gratuites, c'est toutes celles qui sont accessibles directement depuis votre espace membre quand vous n'êtes pas connecté. De toute façon, pour les partages, si vous faites un partage de liens qui se trouve en haut, oui c'est bon, j'ai repartagé mon écran. Si vous faites un lien de partage, si par exemple vous vous rendez sur une vidéo, on va prendre une vidéo au hasard, toutes les vidéos gratuites par exemple, et que vous voulez partager la vidéo sur cette vidéo-là, vous pouvez donc copier-coller le lien en haut, ici, et l'envoyer à votre ami.
Et si toutefois cette vidéo n'est pas accessible, votre ami arrivera sur une page pour acheter les formations. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, je ne peux pas accéder. Il y a certes, par exemple, dans les vidéos outils, je ne peux pas accéder à cette vidéo-là. Si, par exemple, vous y avez accès parce que vous êtes membre plus, eh bien, le fait de partager cette vidéo-là, eh bien, votre ami arrivera directement sur la page d'achat des formations. Voilà. Donc, vous pouvez le partager avec plaisir. Merci Tania. Alex, merci pour l'explication. Bien écoute, avec plaisir. Philibert, parfois il suffit de mettre la vidéo en pause quelques secondes, le temps qu'elle recharge un peu avant de la redémarrer et elle repart. Tout à fait Philibert, c'était mon explication. Merci Cédric, autant pour moi Philibert. Alors, est-ce que j'ai raté quelque chose? Non, c'est bon. Alors, merci Cédric, je ne savais pas que nous étions limités en caractères, j'ai utilisé DOS, mais il y a très longtemps. Oui, tout à fait, nous sommes limités en caractères, le DOS, d'ailleurs les premières versions de caractères, au début on était limité à 11 caractères sur les fichiers, dont dans les 11 caractères, les 3 caractères de l'extension. Donc si par exemple vous vouliez nommer un fichier bonjour madame.jpg, c'était pas possible. Il fallait mettre soit bonjour.jpg, puisque bonjour ça faisait en théorie moins de 8 caractères, B-O-N-J-O-U-R, voilà, moins de 8 caractères, puisque au total c'était 11 caractères. Donc voilà. Et après, avec les versions d'évolution, je pense que ça doit être inclus dans le NTFS. Je pense ce type de limitation. Et avec l'évolution, ça a avancé, voilà, jusqu'à 256 caractères, sauf que voilà, les 256 caractères, maintenant qu'on peut mettre des chemins longs, des noms de dossiers longs, finalement ces 256 caractères se sont avérés être une limitation, et apparemment, de ce qu'on a vu, mais je sais pas, comme j'ai pas pris le temps de lire précisément, apparemment avec Windows 10 il n'y avait plus cette limitation, mais ce qui est surprenant c'est que tu l'aies rencontré. Voilà. Yvette, je veux récupérer l'adresse. Merci Cédric. Je confondais compte et adresse. D'accord, celui-ci. D'accord, donc en théorie, là, Yvette, tout est bon par rapport aux explications que j'ai données. Il reste demain, Yvette, si toutefois ce n'était pas suffisamment clair. On va arriver au terme de ce demande à Cédric numéro 46. Je regarde, je voulais envoyer la vidéo sur Facebook. Non, Tania, le plus simple étant d'envoyer le lien comme je vous l'ai montré. Donc directement quand vous êtes donc soit vous pouvez partager les vidéos qui sont sur ma chaîne, ça il n'y a aucun souci par rapport à ça, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la chaîne, si vous voyez une vidéo que vous pouvez cliquer, par exemple ici on est sur ma chaîne, si vous voulez par exemple, j'en sais rien moi, envoyer la vidéo sur les paiements en ligne, donc achat sur internet, comment éviter les pièges, vous cliquez ici, à partir de là vous cliquez sur partager. Et là, vous pouvez partager ce lien si vous souhaitez l'envoyer directement sur YouTube. Mais le plus simple, c'est de l'envoyer directement sur le site. Donc vous vous rendez à l'endroit du site sur la page sur laquelle vous voulez partager. Comme ça, il n'y a pas de doute sur le fait que la vidéo soit partageable ou non. Vous allez donc sur la vidéo. Vous voyez ici un certain nombre de vidéos qui sont partageables. Vous cliquez ici. Et vous copiez-collez le lien directement dans Facebook et comme ça la personne arrive directement sur le site, c'est plus simple, il y a les explications, il y a la possibilité pour elle de s'inscrire si elle n'est pas encore inscrite et voilà, c'est plus simple pour tout le monde, à la fois pour vous et à la fois pour moi et comme ça permet voilà, d'avoir les limitations en fonction de ce que l'on a souscrit. Voilà. En théorie, j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas, donc on pourra continuer demain. Demain, c'est le dernier demande à Cédric du mois de janvier. Pour le mois de février, comme je vous l'avais dit, on repartira sur un rythme normal. Pardon, je vais y arriver. Donc le 1er février. Le 1er février, je crois que c'est un mercredi. Mercredi 1er février, voilà, tout à fait. Donc, nous partirons là-dessus. En attendant, je vous dis à demain. Demain, c'est les aurores, c'est 9h, donc de 9h à 10h. Je ne vous en voudrais pas si vous n'avez pas réussi à vous lever. Mais en tout cas, moi, je serai là, en théorie. Donc, je vous dis à demain et merci d'avoir suivi ce demande à Cédric. Bonne fin de journée et bon samedi. Au revoir.